Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans Parole d'expert sur H24. Vous le savez, vous pouvez participer, nous envoyer des questions, les sujets que vous avez envie qu'on traite pour vous. N'hésitez pas à vous abonner puisque sur Parole d'expert, on essaie de traiter tout ce qui concerne l'actualité, qu'elle soit économique, qu'elle soit politique, qu'elle soit nationale, internationale, sociétale, qu'elle soit aussi technique et business. Et là, on va parler d'un sujet, moi, qui m'intéresse parce que tous les sujets m'intéressent, mais c'est un sujet que j'ai beaucoup traité pendant des années, c'est la qualité des constructions au Maroc et notamment la solidité des constructions. Un sujet qui a été posé avec beaucoup d'acuité au lendemain du séisme dans la province de House, en se posant la question sur la mise en vigueur ou l'application des normes parasismiques ou antisismiques dans les constructions. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment les constructions aujourd'hui peuvent être solidifiées. Est-ce que les structures béton correspondent à ces normes ici au Maroc? C'est tout de suite dans Parole d'expert. Et pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Rabea Chaïd, qui est manager de MT2S. MT2S, c'est la marocaine de travaux spéciaux et de services. Exactement. Rabea. Ça va très bien, Hanoullah, merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi. Et puis, ça va nous permettre de comprendre. Et tu vas nous expliquer comment ça fonctionne. C'est vrai qu'on peut revenir aux fondamentaux et savoir comment les structures en béton qui sont utilisées peuvent résister, alors que ça soit au tremblement de terre, mais pas que, et de savoir quels sont les toits qu'on a au-dessus de nos têtes. Et surtout, tu pourras nous dire, maintenant que je te tiens sur le plateau, comment reconnaître des fissures qui sont dangereuses. Préjudiciable ou non préjudiciable, oui. Voilà, parce qu'à chaque fois on nous disait, voilà, des fissures, comment reconnaître que ce sont seulement des fissures d'ornement, entre guillemets, ou des fissures de structure. Alors, ma première question, c'est, très rapidement, pour parler du séisme et de son impact, il y a les constructions dans la région étaient particulières dans la montagne. Il y a certaines constructions au niveau de Marrakech, donc pas au niveau de l'épicentre, qui ont quand même subi des dégâts de structure. Comment on explique ça aujourd'hui, les différences de construction qu'on peut avoir au Maroc et l'impact que le séisme a pu avoir sur... Alors, au Maroc, comme n'importe où dans le monde, la construction reste locale. Donc, dans la construction, on essaie de construire au maximum avec des matériaux locaux. C'est pour ça qu'on a différentes constructions dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest, dans le centre. Après, dans les agglomérations, on a plus tendance à construire en béton armé, mais effectivement, dans des zones reculées, on utilise forcément les matériaux qui se trouvent autour, puisqu'on a des difficultés d'accès, des difficultés d'approvisionnement en matériaux, etc. Donc, quand on a ce genre d'événement, donc type séisme, déjà ça nous rappelle notre fragilité en tant qu'espèce humaine. Et puis, ça met en lumière la fragilité de nos constructions. La construction parasismique, donc elle date des années 2000. Oui, à peu près. La norme. Voilà, la norme des années 2000. La mise en application. Ça fait longtemps que ça existe. Oui, la mise en application de cette norme est survenue à partir de l'année 2003-2004 à peu près. Après, au niveau normes, au Maroc, on a tout ce qu'il faut au niveau normes, mais malheureusement, c'est l'application de ces normes qui fait défaut. Il faut juste rappeler aussi qu'on a plus d'un millier de normes, mais sur ce plus d'un millier de normes, il n'y en a pas beaucoup qui sont obligatoires. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui sont obligatoires. Oui. Ça dépend aussi même par rapport à la sismicité de la zone. Il y a des normes obligatoires ou pas selon le degré de sismicité. Exact. Il y a des zones qui sont plus exposées que d'autres. Alors pour la région de la House, on a eu de la chance, beaucoup de chance que l'épicentre ne soit pas au niveau de Marrakech même, parce que ça aurait été catastrophique. Ça aurait été. Vu les dégâts qu'on a eus, Oui. alors que ça se situe à quelques dizaines de kilomètres de l'épicentre, je pense que ça aurait été vraiment catastrophique si l'épicentre était au sein de Marrakech. Donc, alors, tu es ingénieur civil, c'est ça. Et donc, dans ta société, vous êtes spécialisé notamment dans le renforcement de structures existantes, c'est ça? Exactement. Mais pas que. Alors, on est entreprise générale, donc de génie civil, on fait des projets en tout corps d'État, et on est spécialisé effectivement en renforcement de structures. Donc, on fait des travaux industriels tertiaires, et plus spécifiquement des travaux de renforcement de structures, des travaux spéciaux plus généralement, type construction en site occupé, démolition de dalles, démolition de poteaux par exemple. Des fois on a
une pièce, on veut l'agrandir. Oui. Voilà, on a des structures au milieu, on veut supprimer les structures, donc on est spécialisé effectivement dans ce genre de travaux. Alors, donc ça permet quoi? Ça permet d'avoir des bâtiments qui, déjà à la base, soit sont affaiblis, bon, notamment par un séisme, mais heureusement, les séismes, on n'en a pas tous les ans, ou du moins en tout cas de cette amplitude, mais il peut y avoir aussi beaucoup de structures qui sont affaiblies à la base, ou qui sont mal conçues, ou qui sont mal construites. Pas forcément. Et donc, il y a deux types on va dire, de besoins de renforcement. Donc, il y a le renforcement pour la côte accidentelle. Donc, c'est le cas de séisme, d'un incendie, par exemple, d'un choc sur un pont, par exemple, où on vient renforcer l'ouvrage existant qui était bien dimensionné, entre guillemets. On part toujours du principe que l'ouvrage est bien dimensionné. Oui. Donc, en cas de choc, on vient diagnostiquer l'ouvrage, voir si effectivement les conditions de départ étaient bonnes, et on vient renforcer par des méthodes et des matériaux adéquats. Le deuxième volet, c'est le renforcement pour le changement d'utilisation de l'ouvrage. Là, par exemple, on a un cas d'une habitation, là, des niveaux d'habitation qui va être transformé, par exemple, en archivage. C'est plus les mêmes charges. On parle, les charges peuvent être dupliquées ou multipliées par 5. Quand on pose de l'archivage ou de l'habitation, c'est pas la même chose. Donc, on doit renforcer la structure existante. Et là, donc, c'est à peu près les mêmes types de matériaux. C'est juste, on va dire, le besoin qui est différent. C'est la même chose aussi quand on va avoir une terrasse accessible ou pas. Oui, oui, exactement. Voilà. Si on a une terrasse qui est non accessible, on peut, par des moyens de renforcement, la rendre accessible, construire par-dessus, etc. Malheureusement, il faut faire comprendre aux gens qui ont des terrasses qui ne sont pas accessibles. Alors, c'est pour ça que je voulais pas en parler. Oui, mais c'est important de le dire, parce que ça... voilà. Heureusement, on n'entend pas parler de voilà, les terrasses sont faites pour y aller occasionnellement, pour mettre une chaise, une table. Ça dépend. Sauf pour mettre si elles sont accessibles, si elles ont été conçues pour. Exactement, mais dans le règlement, normalement, les terrasses ne doivent pas être fermées. Encore moins, on va dire, meublées avec un salon. Et avec les années, on oublie que c'était une terrasse. Voilà. Donc, si on vérifiait ça, je pense qu'il y en aura un paquet qui ne serait pas... C'est clair et net. Qui ne serait pas accessible. C'est ça. Sur quel type de chantier aujourd'hui vous êtes? C'est-à-dire, bon, on a bien compris que ça peut être des sites industriels, ça peut être de la réhabilitation aussi de monuments classés qui sont en train qui menacent ruine. Exactement. Alors, on a été contacté par des architectes pour tout ce qui est de ravalement de façade. Oui. Au niveau de Casa, de la rue Prince Moulay Abdallah. Oui. Il y a un énorme projet qui a tardé, mais qui est en train de se faire pour réhabiliter toutes les façades, exactement, réhabiliter toutes les façades de la rue Prince Moulay Abdallah. On intervient également dans tout ce qui est, on va dire, création, par exemple, de trémies. Là, on intervient dans un consulat étranger ici à Casablanca, c'est un bâtiment qui est classé, qui date de plus d'un siècle. On est en train de construire un ascenseur au milieu du consulat, donc on a des structures qui datent d'un siècle. C'est un renforcement différent, comment dire, c'est des méthodologies de travail, d'étaiement et de reprise de charge qui sont différentes, parce qu'on peut avoir beaucoup d'hétérogénéité. Ce n'est pas forcément des bâtiments qui sont en béton armé. Donc, on doit garantir à la fois la stabilité de l'ouvrage qu'on construit, mais la stabilité générale de tout le bâtiment. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui, lorsqu'ils veulent faire des travaux chez eux, suffisent de... Là, porteur, monsieur porteur. Quel est le danger? Non, mais c'est important. Alors, déjà, si on vient à faire ça, c'est déjà un bon point. C'est déjà bien. Mais après, encore faut-il savoir reconnaître un pilier. Déjà, il faut s'adresser aux hommes de l'art, donc à des bureaux d'études spécialisés. À minima. Ok, ça, on est d'accord. Voilà. Ça serait dans un monde idéal. Oui. On sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui se permettent de faire des travaux pour économiser de l'argent et qui croient connaître comment fonctionne une structure. Qu'est-ce qu'on risque lorsque on affaiblit, je prends un exemple tout simple, on fait juste une ouverture de fenêtre à un mur où il ne faudrait pas le faire. Qu'est-ce qu'on risque? On risque tout simplement l'effondrement d'un bâtiment. Aussi simple que ça. Bien sûr. Parfois une simple ouverture. Bien sûr. Si on fait une ouverture dans un voile, c'est-à-dire un mur porteur ou dans un poteau, on déstabilise la structure générale du bâtiment. Donc on peut aller qu'à extrême, c'est l'effondrement pur et simple du bâtiment. C'est effectivement, voilà. Donc, il faut toujours s'adresser... Alors, à minima, il faut regarder des plans, identifier là où se trouve la structure. Tout le monde n'est pas capable de regarder un plan ou de le comprendre. Donc, il faut s'adresser, comme tous les autres métiers, aux sachants. Donc, aux gens de l'art, à un architecte à minima, un bureau d'études. On connaît tous quelqu'un de notre entourage qui est architecte bureau d'études. C'est à minima poser la question. Voilà.
à minima poser la question. Alors, une autre question, je l'ai posée en début d'émission et je l'ai souvent posée. Et ça, c'est intéressant de savoir comment on reconnaît une fissure dangereuse d'une fissure qui n'est pas dangereuse. Est-ce qu'on peut la reconnaître? Alors moi, je me rappelle qu'il y avait une différence entre les fissures horizontales, les fissures verticales et les fissures diagonales. Oui, exactement. Alors, qu'est-ce qui est quand est-ce qu'on va se dire « Ah, il faut qu'on fasse vérifier ». Alors, si c'est dans un élément porteur, donc on différencie entre les fissures, on va dire, dans une maçonnerie, donc de la brique ou de l'aglo au ciment. Alors, c'est souvent ce qu'on a vu aussi. Hein. Oui. Les gens ont eu peur parce que, alors souvent, c'est mal fait aussi. Vous avez l'enduit qui est mal fait, donc ça se craquelle. Et donc, vous avez l'impression d'avoir une grosse fissure. Ça, c'est pas dangereux. Alors, donc, ça, c'est pas dangereux. Voilà, on close ce sujet. Pour la partie structure, déjà, il faut voir est-ce que la fissure est traversante. Oui. Et comment on voit ça? Alors, il faut sonder, tout simplement. On n'a pas d'autre choix que de sonder. Donc ça, c'est pas seulement qu'à l'œil. Non, c'est pas le nœud. On sonde, on voit on va dire, la largeur de la fissure. Et on voit si elle est traversante sur toute la structure, que ce soit horizontale, verticale, à 45. On va dire le type de fissure nous indique le type de dégâts, de mouvement. Est-ce que c'est un mouvement? Si ça fait comme Est-ce que c'est un tassement? Ça fait comme ça. Est-ce que c'est un tassement uniforme? Est-ce que c'est un tassement différentiel? Ou est-ce que c'est un tassement localisé à un endroit? Voilà. Donc, il faut sonder par un professionnel. Et ensuite, il faut réparer avec des matériaux spécifiques. Mais ça fait partie typiquement du type de renforcement qui peut avoir lieu aujourd'hui après le séisme. Vous avez été consulté pour ce genre de choses ou pas? Vous êtes intervenu après? Intervenu, non, pas encore pour le moment, mais on a été consulté, on va dire en off, sur la partie diagnostic, en relation surtout avec les laboratoires, avec les architectes qui sont missionnés depuis maintenant plusieurs semaines pour intervenir, pour voir un peu l'étendue des dégâts. Donc là, on est encore en phase diagnostique, c'est une phase très importante pour identifier tous les dégâts, les recenser exactement et mutualiser toute la chose. Donc, en partie travaux, non, mais effectivement en partie diagnostic et surtout en partie mode opératoire et matériaux ou on va dire type de produits spécifiques à utiliser. Voilà. Alors, vous intervenez sur des grands ouvrages aussi? Une petite parenthèse, si je peux me permettre. Quand on dit renforcement ou colmatage des fissures, je ne parle pas d'un colmatage avec du ciment, un peu de sable, un peu de ciment, un peu d'eau et c'est parti. Non, c'est des produits vraiment spécifiques qui rétablissent, on va dire, la fonction structurelle de l'ouvrage. Voilà. C'est pas un pansement. Exactement, c'est pas un pansement. C'est voilà. Vous intervenez aussi sur des grands ouvrages, notamment des barrages, c'est ça? Oui, on a déjà été. C'est notre. Alors, c'est un grand ouvrage, mais c'est une petite intervention, on va dire, bien spécifique, bien ciblée. Voilà, c'est ça. Donc, on est intervenu sur le barrage d'Hélice 1er dans la région de Fès-Meknès. C'était dans le cadre d'un projet global de renforcement d'adduction en eau potable de toute la région de Fès-Meknès. Nous sommes intervenus pour la partie stabilisation du conduit. Donc, alors, comment s'est fait l'adduction, on va dire renforcement? Ça n'avait rien à voir avec le séisme. Exactement, ça n'a rien à voir avec le séisme. Mais on le rappelle encore une fois parce qu'il y avait eu des infos qui étaient passées juste après qui prétendaient que les barrages avaient été victimes du séisme. Après, on a eu un communiqué qui a dit le contraire et qui nous a assuré que les barrages, de toute façon... En fait, l'un des premiers, on va dire, réflexes étatiques, c'est normal. Exactement, c'est de sonder les ouvrages importants de tout un pays. Donc, les barrages, les aéroports, pour tout savoir les structures existantes, est-ce qu'elles sont toujours fonctionnelles ou pas. Il y a eu effectivement des communiqués, des vidéos de fuite, mais ce sont des choses tout à fait normales dans le cadre de la vie d'un barrage. Exactement, c'est des barrages qui ont 60 ans, 50 ans, c'est normal. Donc pour revenir au sujet du barrage, on est intervenu pour la stabilisation du conduit métallique qui traversait tout le barrage. Donc c'est un conduit qui était placé à 34 mètres de profondeur d'eau sur une épaisseur de 10 mètres de béton qu'on a dû stabiliser pour pouvoir justement, on va dire c'est la partie amont du projet, c'est le captage de l'eau depuis le barrage vers les régions. C'est on va dire la canalisation, le conduit métallique est soumis à d'énormes pressions de vibrations qui sont dues à la force de pénétration de l'eau dans le barrage. Donc on a dû utiliser un procédé spécifique pour stabiliser ce conduit avec un béton spécifique coulé, une formulation spéciale coulée directement là-bas, et plus la partie étanchéité à moins aval. Bon, il ne suffit pas de mettre un conduit, il faut qu'il soit étanche. Voilà, donc on est intervenu exactement dans cette similarité. Ça, c'est du boulot, ça. C'était un très beau projet, effectivement. Non, mais c'est de la technicité aussi. Alors, dernière question, 2030, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, on est tous enthousiastes par rapport à la Coupe du Monde, en tout cas, on en accueille une partie, et nécessairement, on a tous... découvert ou entendu parler du stade et des grands stades qui vont être construits, notamment le grand stade.
Sur quoi on doit aller finalement? Parce que là, c'est une vraie question. On est en 2030, on ne construit pas les stades comme on construisait au XXe siècle, au début du XXIe. Maintenant, il faut le construire d'une autre manière. Alors, il faut déjà prendre l'expérience des expériences de ce qui s'est passé avant dans d'autres pays, notamment au Brésil, où on a construit des stades au milieu de nulle part et généralement qui ne servent plus à rien. Je pense qu'il faut investir intelligemment dans des zones, on va dire, d'activité commerciale où le stade est partie intégrante de tout un ensemble de centres commerciaux, de cinéma par exemple. Alors ça, c'est d'un point de vue réutilisation. Voilà. Oui. Et d'un point de vue technique, aujourd'hui, il y a énormément de défis, qu'ils soient écologiques, qu'ils soient durables. Quand on construit un stade, on a parlé de 100 000 personnes, c'est quand même quelque chose en termes de résistance qui demande une technicité absolument incroyable. Mais on sait tout faire aujourd'hui. Non, exact. Il n'y a pas de, on va dire, il n'y a pas de technicité particulière dans une construction neuve comme ça. Du moment que la base est solide, qu'on les construit sur un sol solide ou qu'on renforce bien le sol, tout le reste, c'est simple à faire. Au niveau des stades, c'est la vibration qui est importante. Oui. Voilà, donc sinon, tout le reste, il n'y a pas de contrainte particulière. On a largement les compétences au Maroc qui sont là pour réussir ce genre d'ouvrage sans problème. Voilà. Ben, merci Encore une fois, encore faut-il s'adresser aux bonnes compétences, que ce soit au niveau d'ouvrages importants comme au niveau de petites constructions de bâtiments, de villas. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. En tout cas, d'avoir été avec nous et ça fait plaisir d'avoir ce langage technique aussi qui nous permet de voir qu'il y a des compétences qui permettent d'assurer les bâtiments et de comprendre aussi comment travaillent les matériaux dans lesquels vous vivez. Et c'est important, moi je resterai juste sur une chose, adressez-vous, ça c'est un conseil qu'on ne donnera jamais assez si vous voulez faire des travaux chez vous, que vous voulez changer la structure, que ça soit d'une maison individuelle, que ça soit d'un appartement, faites appel à un pro parce que ça peut être extrêmement dangereux. Voilà, j'ai tout dit. Exactement. Et bah, super. Ne serait-ce que pour un conseil, déjà. Voilà, c'est la moindre un diagnostic. Merci beaucoup et on se retrouve très vite dans Parole d'Expert. Bye bye.